bonjour à tous. Donc, je suis Odile Mandagaran, la vice-présidente et présidente de l'association Phobie scolaire. Donc, merci à tous et bravo d'être venus aussi nombreux à cette première conférence sur Lille. Donc, je voudrais tout d'abord remercier Brigitte Collier et l'équipe des correspondantes de Lille qui ont fait un travail extraordinaire pour faire en sorte que cette première conférence ait lieu. Donc, Brigitte, merci beaucoup. J'aimerais bien qui ont contribué à ce que ça se passe bien. Donc, je voudrais également remercier Monsieur Jean-René Le Serre, qui est le président du Conseil départemental du Nord, Madame Fabienne Dorambure du Forum des Sciences. Qui vient de parler. Oui. Et Fred, qui est responsable technique du Forum. Donc, nous avons également aujourd'hui beaucoup de correspondants régionaux qui sont présents parmi nous. J'aimerais bien que vous leviez les correspondants régionaux pour montrer que voilà, il y a une bonne représentativité de l'association APS et également beaucoup de bénévoles. Nous avons les régions ouest qui sont représentées, les régions de l'Est, du Nord, Paris qui est bien représenté également et le Sud-Ouest. Voilà. Donc, qui sommes-nous? En fait, nous sommes une association de parents, une association qui a été créée il y a une dizaine d'années, et surtout en 2008. Oh, pardon. J'ai un vrai problème avec les chiffres, en fait. Donc, l'association a bien été créée en 2008. C'est une association de parents, et c'est surtout une équipe de bénévoles, avec 45 correspondants régionaux sur toute la France, un CA de 12 personnes donc qui fait en sorte de manager un petit peu cette association et de faire avancer les projets. Nous sommes représentés donc sur Facebook. Nous avons un groupe fermé. Bon. Les aléas de la technique, je suppose. Bon, on va faire ça. Vous trouverez de toute façon toutes les infos sur les leaflets que l'on met à votre disposition. Donc, le groupe fermé Facebook, c'est un groupe d'échange. Où les parents peuvent dire leurs problématiques, peuvent vraiment échanger. On est 5700 à ce jour sur le groupe Facebook. Nous avons également un site sur lequel vous trouvez tous les documents, notamment la feuille de route et vraiment tout le parcours que les parents peuvent rencontrer lorsqu'ils ont un enfant en phobie scolaire. Donc on vous recommande fortement d'aller voir ces documents. Voilà, écoutez, maintenant je vais laisser la place au docteur Noémia. À Noémia. Et je vais vous souhaiter une très très bonne journée. À bientôt. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Noémia Grohan et je suis l'auteur de ce livre témoignage qui s'intitule De la rage dans le cartable. Et je suis également la présidente d'une association de lutte, de prévention du harcèlement scolaire et du cyberharcèlement qui existe, qui a été créée il y a 5 ans et qui agit un petit peu dans toute la France, dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, pour proposer des actions de sensibilisation à la fois auprès des élèves, mais aussi parfois auprès des parents et des professionnels de l'éducation nationale. Voilà, donc moi, je vais me présenter brièvement, prendre à peu près 10-15 minutes pour présenter un petit peu mon parcours et les actions que je mène aujourd'hui. Et puis après, voilà, on aura aussi par la suite un temps d'échange. Je pense que c'est ça aussi le plus important. Voilà, donc moi, le fait est que ce livre témoigne de ma propre expérience, puisque j'ai moi-même vécu le harcèlement pendant toute ma scolarité de collège, donc de la 6e jusqu'à la 3e.
alors que ma scolarité d'école primaire s'était toujours très très bien passée, c'est-à-dire que même si, en fait, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'habitais en banlieue parisienne, à l'âge de 8 ans, quand mon père a changé de travail, avec mes parents et mes 2 frères, on a dû déménager pour venir vivre dans le sud de la France, donc dans une petite ville du côté de Nice, dans laquelle j'ai donc passé mes 3 dernières années d'école primaire, de collège et également de lycée. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans cette école primaire, même si je me suis retrouvée effectivement en tant que nouvelle dans l'école, pour autant, très vite, j'ai trouvé ma place, je me suis fait de très bons amis, tout allait bien, j'avais de bons résultats scolaires, j'étais contente le matin pour me lever et aller à l'école. Ça a complètement, dans mon cas, basculé à partir du moment où je suis passée au collège, puisque il se trouve que dans cette ville dans laquelle j'habitais, il y avait 4 écoles primaires, un seul collège qui était un collège quand même très conséquent, c'était une grosse structure qui pouvait accueillir plus de 1000 élèves, et il se trouve que on avait la possibilité de choisir une option particulière pour cette année de collège, et moi comme je faisais du basket en club, tout naturellement je me suis tournée vers l'option basket, sauf que dans cette classe je n'ai retrouvé absolument aucun élève de mon école primaire, et à l'inverse, la plupart des autres se connaissaient déjà, donc ce qui fait que dès le premier jour, il y avait déjà des petits groupes d'élèves qui étaient constitués, donc du fait de cette situation, moi je me suis retrouvée un petit peu dès le départ mise à l'écart, exclue, alors que, on est bien d'accord, c'était absolument pas une fatalité, puisqu'arrivée dans cette école primaire dans laquelle je connaissais personne, pour autant tout de suite j'avais trouvé ma place et je m'étais fait de très bons amis. Au collège, je sens que c'est différent. Et malheureusement, à ce moment-là, j'ai eu un bon ressenti, puisque très vite, cette forme d'exclusion, cette mise à l'écart, s'est transformée en harcèlement scolaire. Donc ça a commencé, comme dans malheureusement la majorité des situations de harcèlement, souvent il y a des élèves instigateurs, souvent 1 ou 2 élèves meneurs. Moi, en l'occurrence, ça a été 2 filles qui ont commencé à me dévaloriser, m'insulter. Ce mot qui est donc au départ, c'était essentiellement du harcèlement moral, verbal, psychologique, une mise à l'écart également volontaire. Et très vite, ça a aussi dérivé sur du harcèlement plus physique, notamment de par des bousculades dans les couloirs, de par du racket à la cantine, des croche-pieds sur les terrains de sport, des claques dans la tête dans le bus, parce qu'en plus moi tous les matins et tous les soirs j'étais obligée de prendre un bus scolaire et les violences continuent de fait aussi à l'extérieur de l'établissement. Et donc ce qui s'est passé, c'est que très vite, comme dans la majorité aussi des situations de harcèlement, ça a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que ça a commencé par ces 2 filles, tout a démarré par un surnom dévalorisant, très vite c'est monté crescendo, et voyant ces 2 filles se permettre de m'insulter, de me critiquer, de m'humilier, d'autres élèves de la classe se sont mis à les imiter, et très vite je me suis retrouvée seule, isolée, face à toute une classe qui s'acharnait sur moi, sachant que dans cette classe, je n'avais absolument aucun soutien, puisque certains participaient directement au travers des humiliations, au travers des insultes, au travers des coups, et d'autres participaient indirectement en tant que simple témoin. C'est-à-dire en tant que témoin passif, pour ceux qui restaient silencieux, en tant que témoin qui rigolait, et qui donc, évidemment, d'une certaine manière, valorisait ces filles à continuer de s'en prendre à moi. Et donc très vite, ça a pris de l'ampleur, et ça a même dépassé l'aspect classe, puisque plus tard, quelques semaines plus tard, ces 2 filles ont été également parlées sur mon dos à d'autres élèves de l'établissement. Et donc très vite, je me suis finalement retrouvée avec une sorte d'étiquette de victime, symboliquement sur le front, à subir du harcèlement, même de la part d'élèves que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas. C'est-à-dire que je commençais à me faire agresser par des élèves quand j'étais en 6e, de 5e, de 4e, de 3e, qui venaient me traquer dans la cour de récréation, dans les couloirs, à la cantine. Et donc très très vite, ça a pris de l'ampleur. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été complètement déstabilisée, parce qu'avant, j'avais jamais été confrontée à ce type de violence totalement gratuite, que j'avais absolument pas mérité ou cherché. Jusqu'en CM2, je m'étais toujours très très bien entendue avec tout le monde, j'avais une personnalité qui était très ouverte, j'avais une très bonne capacité d'adaptation, qui fait que j'avais jamais été, ne serait-ce qu'une seule fois, en conflit avec un seul élève. Et là, je passe au collège et j'ai cette violence gratuite qui me tombe dessus, et comme j'ai jamais été confrontée, je suis déstabilisée. Et comme je suis déstabilisée, je sais pas comment réagir. Donc à ce moment-là, j'ai testé, face aux premières agressions, différentes attitudes, différentes réactions. Ma première réaction a été d'ignorer. Malheureusement, ça n'a pas suffi, puisque plus je restais silencieuse, plus les autres continuaient de s'acharner sur moi, probablement en considérant ce silence comme une marque de faiblesse. Alors que pour moi,
c'était vraiment une pure interprétation, parce que pour moi, le fait de rester silencieuse, non seulement c'était pas une forme de faiblesse, mais au contraire, c'était une force. C'est-à-dire que je me disais dans ma tête, je vais quand même pas m'abaisser à leur niveau, je vais quand même pas me mettre à répondre à de la violence gratuite. Je trouvais ça complètement stupide. Donc pour moi, c'était une force, mais c'était jugé par les autres comme étant une marque de faiblesse. Donc forcément, ils continuaient de s'en prendre à moi. Donc à un moment donné, j'ai changé de réaction et je me suis dit, maintenant, je vais montrer que j'ai du caractère, maintenant, je vais montrer que je me laisse pas faire, maintenant, quand les autres s'en prennent à moi, je vais réagir. Parce que d'une certaine manière, si je dis rien, de la même façon que finalement tous les témoins qui assistent en silence à ces situations acceptent implicitement ces situations de violence, moi en tant que victime, j'accepte aussi. Donc à un moment donné, je me suis mise à réagir, à répliquer, sauf que là encore une fois, ça n'a pas été efficace. C'est-à-dire que je me rends compte que même quand j'ai du répondant, même quand je réplique, les autres ont toujours le dessus sur moi. Ils arrivent toujours à avoir le dernier mot et ils arrivent toujours à m'écraser davantage. Et ça, tout simplement, et c'est une analyse bien sûr que je peux faire uniquement avec le recul, mais tout simplement parce que moi, j'avais pas du tout de méchanceté à l'intérieur de moi. J'avais pas du tout de violence. C'est-à-dire que j'étais vraiment ce qu'on pourrait qualifier de profondément gentille. Et donc, je pense que quand je répliquais, ça sonnait faux. Les autres ressentaient que ça sonnait faux. Et donc, ils permettaient de continuer de s'acharner sur moi. Le problème, c'est qu'à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée confrontée à un sentiment d'impuissance, dans le sens où je me rends compte que si je dis rien, ça continue. Si je réplique, si j'ai du répondant, ça continue aussi. À un moment donné, je me suis retrouvée face à un mur. Et malheureusement, face à ce mur, ma dernière réaction a été de complètement me renfermer sur moi-même et de tout encaisser, de tout internaliser, toutes ces insultes, toutes ces moqueries, ces humiliations, ces coups, j'ai tout gardé à l'intérieur de moi. Et bien entendu, le fait de tout garder à l'intérieur de moi a fait que ça a continué. Et ça a continué donc non seulement jusqu'à la fin de cette année de 6e, mais ça s'est répété en 5e, ça s'est répété en 4e et ça s'est répété en 3e. C'est-à-dire que concrètement, au cours de ma scolarité de collège, j'ai été confrontée à 4 années de harcèlement scolaire et je tiens à le souligner, 4 années pourtant durant lesquelles je n'ai absolument jamais retrouvé les mêmes élèves dans ma classe. C'est-à-dire que les 2 filles meneuses par qui tout avait commencé en 6e, je les ai jamais retrouvées dans ma classe, ni en 5e, ni en 4e, ni en 3e. Et pourtant, chaque année, ça recommençait. Et ce qui est absolument incroyable avec le recul, c'est que chaque année, c'était exactement le même schéma qui se répétait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'était toujours 2 filles, 2 meneuses, mais 2 meneuses, chaque année différentes. C'était à chaque fois des filles différentes qui commençaient à m'agresser, à s'en prendre à moi sans aucune raison, et le reste de la classe suivait le mouvement. Et donc, ça a pu durer pendant 4 ans, parce que malheureusement, pendant ces 4 années de harcèlement, j'ai été absolument incapable de mettre des mots sur ces situations. Donc ça a été 4 années de silence, durant lesquelles ma famille n'a absolument pas été au courant de ce que je subissais, et non plus au sein de l'établissement scolaire. Et c'est vrai que moi, ce qui a bloqué ma parole, c'est pas tant la peur des représailles, c'est pas tant la peur que ce soit pire, c'est plutôt un sentiment de honte et de culpabilité qui peu à peu a commencé à m'envahir. Et ça, malheureusement, c'est des mécanismes qu'on retrouve très souvent à un moment donné, quand on est confronté à ce type de situation de violence gratuite, même si de base c'est totalement gratuit, à un moment donné, à force de le subir, à force d'entendre ces propos dévalorisants, eh bien le risque, c'est de finir par les croire, c'est de finir par se voir tel que les autres veulent qu'on se voit, et c'est finir par penser à un moment donné qu'on a mérité cette situation. Et moi, je me suis malheureusement retrouvée dans ce mécanisme, et donc, comme je me sentais honteuse, je voulais pas que ma famille soit au courant. Et donc, comment j'ai caché cette réalité à ma famille pendant ces 4 années de harcèlement, non seulement en ayant un comportement tout à fait normal à la maison, mais au-delà même de normal, plus j'étais en souffrance, plus je subissais ces violences, plus j'avais le sourire à la maison. C'est-à-dire que j'avais tout le temps le sourire. Sur toutes les photos que je retrouve de moi entre 11 et 15 ans, il n'y a pas une seule photo sur laquelle j'ai pas le sourire. Et c'est un sourire qui paraît tout à fait sincère, c'est-à-dire qu'en voyant mon comportement à la maison, jamais ma famille n'a pu soupçonner ces violences. Et dans l'établissement scolaire, c'est vrai que dans 99% des cas, c'était des faits, des situations qui étaient extrêmement sournoises, vicieuses, c'était caché. C'était dans la salle de classe, quand le professeur avait le dos tourné, c'était dans les couloirs, dans les escaliers, dans les coins un peu cachés de la cour de récréation, c'était dans les vestiaires, c'était sur les terrains de sport quand le professeur avait le dos tourné, c'était dans le bus. Et donc effectivement, voilà, c'est aussi ce qui fait que ça a pu durer pendant tant d'années. Donc moi, je me suis complètement renfermée dans le silence sur moi-même, j'ai tout encaissé.
Et ça a eu deux conséquences principales. La première conséquence, c'est que je me suis très vite retrouvée en situation d'échec scolaire, alors que j'avais de très bonnes notes jusqu'en CM2. À partir du moment où je suis passée au collège, et ça a été radical, hein. À partir du premier trimestre de 6e, je me suis retrouvée en situation d'échec scolaire, avec avertissement de travail sur mon bulletin, dans la mesure où je n'arrivais plus du tout à me concentrer quand j'étais en salle de classe, parce que quand j'étais en salle de classe, il y avait des faits de violence. Il y avait les tapes dans la chaise, il y avait les boulettes de papier, il y avait également les claques dans la tête de manière répétée. Et donc moi j'étais absolument incapable de me concentrer. Et ma stratégie d'évitement, c'était de partir dans mes pensées. C'est-à-dire que je m'étais créé une sorte de bulle pour qu'entendre tout ce que les autres disaient, j'étais dans l'imaginaire. Donc quand j'étais en classe, j'étais là sans être vraiment là, j'étais pas concentrée. Et quand je rentrais chez moi le soir, j'avais pas du tout la tête à faire mes devoirs, à prendre mes leçons, dans le sens où non seulement je savais ce qui m'attendait le lendemain, mais en plus j'avais toujours tous ces propos dévalorisants qui continuaient de résonner dans ma tête. C'est-à-dire que même quand les autres ne les disaient plus, moi je les entendais encore. Et la deuxième conséquence, c'était une conséquence qu'on retrouve malheureusement très souvent dans les témoignages de victimes, d'anciennes victimes de harcèlement, c'est quasi systématique, la perte de confiance en soi. À partir du moment où on est tout le temps dévalorisé, rabaissé, humilié, moqué, mis de côté sans aucune raison, très vite, et en particulier pendant cette période d'enfance, d'adolescence, qui est la période de construction, l'enfance, l'adolescence, c'est des périodes durant lesquelles on est censé se construire. Quand on est détruit pendant cette période de construction, ça fait des ravages, notamment sur l'estime de soi. Et donc moi, très vite, j'ai perdu totalement confiance en moi. Et c'en était à un point où, à un moment donné, j'étais même carrément incapable de regarder les autres dans les yeux. Le regard des autres me renvoyait tellement de méchanceté, de cruauté gratuite, que pendant des années, j'ai marché tête baissée, au sens littéral du terme. Et même par la suite, quand je suis passée au lycée, j'ai eu la chance que le harcèlement stoppe totalement. J'ai plus jamais été la cible de harcèlement à partir du moment où je suis passée en seconde. Rapidement, je me suis fait des amis. Même mes amis, j'étais incapable de les regarder dans les yeux. J'ai dû réapprendre à regarder les autres dans les yeux tellement j'avais été touchée dans l'estime de moi. C'était plus du tout naturel. Et donc ça a été les deux conséquences sur le court terme. Malgré tout, moi j'ai une chance pendant ces 4 années de harcèlement, ça a été de trouver une ressource à l'intérieur de moi qui a été l'écriture. C'est-à-dire que tout ce que j'arrivais pas à dire verbalement, par la parole, parce que je me sentais honteuse, parce que je me sentais coupable, je me suis mise à l'écrire. Et notamment ce livre de La rage dans mon cartable, c'est à la fois le récit, le témoignage que je suis en train de vous apporter ce matin en condensé, mais c'est aussi en alternance et en italique des textes que j'écrivais à l'époque. Et cette ressource pour moi qui a été l'écriture m'a probablement permis de tenir le coup, de garder la tête hors de l'eau pendant toutes ces années de harcèlement, parce que 4 ans c'est long, et pendant 4 ans j'ai jamais explosé, j'ai jamais craqué, j'ai jamais ne serait-ce que pleuré, donc j'ai vraiment tout encaissé pendant 4 ans. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que quand je suis passée au lycée, le harcèlement a totalement cessé. En seconde, donc je me suis fait des amis, j'étais dans un contexte bienveillant, tout allait bien, et en fait ce que j'imaginais absolument pas, c'est que de fait, comme tout allait bien, j'ai commencé à me détendre. Et donc j'ai commencé à me libérer de toute cette pression que j'avais accumulée pendant ces 4 années de violence, et en me libérant de cette pression, en fait, tout est remonté à la surface. Donc ça a été très violent parce que ça a été 4 années d'émotions négatives qui sont remontées à la surface. Donc en fait, si vous voulez, paradoxalement, au moment où tout allait bien dans ma vie au lycée, c'est là où je me suis retrouvée en dépression. C'est là où je me suis retrouvée avec des troubles du comportement alimentaire. C'est là où je me suis retrouvée encore plus en situation d'échec scolaire qu'au collège. Au collège, 4 années de harcèlement, j'avais toujours réussi à m'arranger pour obtenir le passage dans la classe supérieure, parce que je voulais surtout pas redoubler et passer 1 an de plus dans cet établissement. Je me retrouve au lycée à redoubler mon année de seconde. Et ce que je peux dire avec sincérité, c'est que le pire, ça n'a pas été pour moi ces 4 années de harcèlement, ça a été toutes les années qui ont suivi. Parce qu'en fait, pendant des années et des années, j'ai enchaîné les dépressions, les incapacités à me projeter dans l'avenir, les situations d'échec scolaire, parce que j'arrivais plus à me concentrer. Ça a des conséquences sur le long terme, malheureusement. Et finalement, j'ai quand même, malgré tout, fini par obtenir un baccalauréat scientifique. Et là, je me suis dit, enfin, c'est la libération. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça m'a poursuivi même après l'obtention du baccalauréat, dans le sens où les 2-3 années qui ont suivi, à chaque fois, le même schéma se répétait. C'est-à-dire que
je choisissais un cursus, ça me correspondait, je commençais. Et au bout de 2-3 mois, sans raison avec le présent, parce que dans le présent tout allait bien, et ben je ressombrais. D'un coup, je reperdais subitement confiance en moi, et d'un coup, je retombais en dépression, et d'un coup, j'étais obligée d'arrêter. Et donc, ça s'est répété 1 fois, 2 fois, 3 fois, et j'ai vraiment, à un moment donné, touché le fond. D'ailleurs, c'est en touchant le fond que j'ai écrit ce livre, qui de base n'était pas du tout un texte destiné à être publié par une maison d'édition. Quand je l'ai écrit, c'était une sorte de testament que j'adressais à ma mère, parce que j'étais vraiment sur le fil du rasoir, j'étais pas sûre du tout de m'en sortir, et je me disais, si jamais je m'en sors pas, je veux laisser une trace. Et je veux qu'on sache que si des années plus tard, je suis en dépression, incapable de me projeter dans l'avenir, avec toujours ce boulet du passé qui est accroché à ma fille, bah c'est clairement à cause de ces 4 années de harcèlement et à cause du fait qu'on m'a volé ma confiance. Et j'ai eu la chance, et je terminerai là-dessus, parce que voilà, on est plusieurs à intervenir, j'ai eu la chance par la suite de faire des rencontres valorisantes, c'est-à-dire que j'ai vraiment touché le fond, et c'est un peu ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire en touchant le fond, j'ai rebondi. Et notamment, j'ai eu la chance à ce moment-là où j'étais vraiment au plus bas, de tomber sur le site internet de la première association de lutte contre le harcèlement qui a été créée en France, à un moment où on ne parlait pas encore officiellement du harcèlement scolaire en France, parce que c'est venu très tardivement. La première campagne de prévention du gouvernement, elle a eu lieu en 2012. En 2011, il y a eu les premières assises nationales contre le harcèlement, et après, il y a eu la première campagne de prévention du gouvernement. Mais par exemple, dans certains pays comme le Canada, au Québec, où on a retenu le terme intimidation, on en parle depuis 25-30 ans. Dans les pays nordiques, en Suède, en Finlande, pareil. Il y a des actions qui sont mises en place pour développer la tolérance, le respect de la différence, la solidarité, dès le plus jeune âge des enfants. Nous, c'est venu très tardivement en France, et c'est venu aussi, il faut le mettre en avant, parce qu'il y a un certain nombre de drames, de suicides d'enfants, d'adolescents, qui, poussés à bout par ces situations de harcèlement, ont mis fin à leur jour. Et moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup percuté, qui m'a marqué, voilà, je trouvais ça vraiment scandaleux, en fait, que ça puisse aller aussi loin. Et voilà, et j'ai eu la chance de faire des rencontres par la suite qui ont été des rencontres valorisantes. Et c'est là où on se rend compte du poids des mots, qu'un mot, finalement, un mot négatif peut complètement détruire quand il est répété. Et à l'inverse, un mot qui est positif, il peut aussi faire finalement ressortir tout le potentiel, tous les talents qu'on a à l'intérieur de soi. Et moi, j'ai eu la chance de croiser une personne qui m'a pointé du doigt ces qualités que j'avais à l'intérieur de moi, et ça m'a permis de transcender et de me relever. Et si j'ai décidé par la suite de créer cette association Génération Solidaire, aujourd'hui mon but, c'est vraiment faire en sorte que d'autres ne passent pas par là où je suis passée. C'est vraiment faire passer j'interviens très très régulièrement pour faire passer des messages auprès des élèves, et notamment aussi auprès des témoins, parce qu'en fait on se rend compte que ceux qui jouent le plus grand rôle dans ces situations, c'est les témoins, et tout va dépendre de l'attitude des témoins. Si les témoins restent silencieux, si les témoins rigolent, si les témoins suivent le mouvement, malheureusement, même sans le vouloir, ils deviennent complices de la situation, et les violences continuent. Alors qu'on peut effectivement agir en tant que témoin sans forcément se mettre soi-même en danger et sans pour autant accepter des situations inacceptables. Voilà, donc moi, mon but, c'est vraiment aujourd'hui de faire passer des messages dans les établissements scolaires, et pour essayer tâcher d'éviter de nouveaux drames, et permettre aussi de libérer la parole autour de ces situations de harcèlement, parce qu'on se rend compte que ça touche beaucoup plus d'enfants, d'adolescents que ce qu'on pourrait imaginer. Voilà, je terminerai là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. Un grand merci Noémia pour ton témoignage. Merci beaucoup. Alors il y a Flora Aubertin qui voudrait dire un petit mot avant l'intervention du docteur Alexandrian. Bonjour à tous. Moi je me présente, je suis Flora Aubertin, je suis psychologue et je suis psychopédagogue responsable de région de Psyadom. Je ne sais pas si vous connaissez, du coup je vais me permettre de prendre un petit temps pour le présenter. Donc Psyadom, c'est une toute petite structure qui a 3 ans et qui se développe à Lille depuis une petite année. Et notre but, c'est d'apporter un soutien psychopédagogique aux élèves à domicile. Donc là, il y a une première antenne qui s'est construite à Paris. La maison mère est à Paris et plusieurs antennes s'ouvrent au niveau national. Et moi ici, je viens me présenter à vous pour présenter aussi Psyadom. La particularité de nos actions, c'est que chaque psychopédagogue est psychologue de formation. C'est-à-dire qu'on a une double casquette qu'on met en avant. D'une part, notre formation en tant que clinicien,
c'est-à-dire qu'on est sensibilisé au développement de l'enfant, aux différents troubles des apprentissages, aux souffrances, aux différents types d'angoisse, aux mécanismes de défense qui peuvent être mis en place par l'enfant. Et d'autre part, c'est-à-dire qu'il y a il y a une double casquette, c'est-à-dire notre positionnement en tant que clinicien où on est sensible dans la relation à ce qui peut se jouer avec l'enfant, et d'autre part tout ce bagage, on va dire un peu plus cognitif, un peu plus du côté du repérage des troubles, des symptômes. Et du coup l'idée c'est de pouvoir à la fois allier la psychologie et la pédagogie pour proposer des outils les plus adaptés à chacun des enfants. C'est-à-dire se servir des qualités de l'enfant, de là où ça peut être un peu plus compliqué pour lui, pour être au plus près de ses besoins et faire en sorte qu'il soit mieux dans ses baskets et qu'il soit plus à l'aise. Nous, notre idée principale, c'est pouvoir faire le pari d'apprendre avec l'enfant. Apprendre à apprendre, être plus à l'aise, faire en sorte que l'école, ce soit quelque chose de positif et de valorisant pour lui. De ce fait, la prise en charge à domicile fait qu'il y a la particularité que le psychopédagogue se déplace au domicile du parent et que du coup, à la fois, on travaille avec l'enfant pendant 1 heure, souvent c'est des temps d'1 heure, toutes les semaines, tous les 15 jours, on se fixe des objectifs, il y a des comptes rendus réguliers, mais on fait aussi un compte rendu aux parents et où on travaille aussi tout ce qui peut, nous on appelle ça dans notre jargon, toute la dynamique systémique au niveau familial, c'est-à-dire comment est-ce qu'il est l'enfant avec vous au domicile, quelle guidance parentale on peut apporter, quel soutien on peut apporter au père, à la mère, à la fratrie, pour que l'enfant il puisse être étayé et accompagné dans tous les environnements qu'il fréquente. C'est-à-dire que nous, notre approche, au-delà de faire le pari d'apprendre, c'est de prendre l'enfant dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on ne vient pas seulement répondre à mon enfant, il a un trouble déficitaire de l'attention, on a besoin d'outils pour qu'il apprenne mieux. Il a un trouble déficitaire de l'attention, mais il ne l'a pas que à l'école. L'enfant, l'idée, c'est que l'enfant il puisse être lui-même dans tous les environnements qu'il fréquente et dans tous les environnements dans lesquels il évolue, pour l'aider à mieux grandir, à se sentir mieux, à se développer le mieux possible et à devenir, parce que c'est tout ce à quoi les parents aspirent, un adolescent, un jeune adulte et un adulte, qui ait une bonne estime de lui et qui soit à l'aise dans ses baskets. Donc l'idée, c'est que notre approche, elle est globale et elle se décline en plusieurs points. Toute la dynamique psycho-affective de l'enfant, où est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est l'angoisse d'abord qui le paralyse? Ou est-ce qu'il y a des mécanismes de défense qui fait qu'il est incapable de rentrer dans les apprentissages et qu'il faut l'aider à être plus à l'aise? D'une part, c'est ça. D'autre part, c'est l'approche systémique, où du coup, il y a toute la question de la guidance parentale, de l'étayage de l'enfant dans sa famille, dans tous les environnements dans lesquels il est. Et sur un point de vue un peu plus cognitif, notre approche, c'est se servir de la métacognition. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce terme-là auparavant. Je vais essayer de l'expliquer le plus simplement possible. La métacognition, c'est pouvoir identifier le mieux possible les leviers, les qualités de chacun des enfants, quelle stratégie déjà il a mis en place dans ses apprentissages pour, d'une part, les repérer s'il ne les a pas repérés, parce que quand on est en refus scolaire ou qu'on est en grande souffrance, on ne se rend même plus compte de ce qu'on peut faire tout seul et de ce qu'on réussit, et de pouvoir pointer les difficultés. C'est-à-dire, par exemple, un enfant qui a un trouble déficitaire de l'attention qui peut être un peu agité, comment est-ce qu'on va faire en sorte que cette agitation, elle lui serve à bon escient et qu'elle soit le moins envahissante possible pour qu'il puisse rentrer dans les apprentissages. C'est-à-dire que cette approche globale de l'enfant, c'est ne pas se fixer sur un symptôme et se dire « Oh là là, ça va pas, il faut qu'on puisse y répondre ». C'est on y répond, mais on fait aussi en sorte que ça puisse ne pas être qu'un point négatif, symptomatique de l'enfant. C'est comment est-ce que, par exemple, on peut aider l'instituteur à dire « Écoutez, voilà, il est un petit peu agité, est-ce qu'il ne pourrait pas, avec vous, distribuer les polis dans la classe ?» Du coup, on met à bon escient la motricité de l'enfant. L'idée, c'est vraiment ça. La métacognition, c'est pouvoir prendre l'enfant dans sa globalité et se servir de ses points de compétence, ses points d'appui, mais aussi ce qui peut être compliqué pour lui et faire en sorte de lui donner des réponses et qu'il puisse trouver des réponses qui lui servent et qui font sens pour lui.
Dire que ce dont on se rend compte aussi, c'est que c'est important que l'enfant il puisse s'approprier les outils qu'on lui donne. Et pour ça, le mieux, et c'est ce qu'on essaie de travailler en tant que psychopédagogue, c'est qu'on puisse les créer avec lui. Qu'est-ce que tu préfères? Un support écrit, un support oral, pouvoir t'écouter? Est-ce que tu as besoin de quelqu'un pour réviser? Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. Et du coup, je conclue avec ça pour remercier en tout cas Odile avec qui on a pu, enfin voilà, on peut aujourd'hui vous présenter Psyadom et l'accueil que vous nous faites aujourd'hui ici à cette journée qui est, en tout cas qui nous touche beaucoup l'institution. J'ai mes collègues qui sont derrière moi et qui sont vraiment ravis de pouvoir partager avec vous nos prises en charge et nos actions. Voilà. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Alors, écoutez, moi je suis très honoré. Ça va mieux, ça va mieux. C'est mieux comme ça? Ah oui, c'est mieux comme ça. Donc, moi je suis très honoré d'être parmi vous aujourd'hui. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à la création